Bonsoir tout le monde. Nous allons aborder dans cette capsule un rappel de cours concernant l'étude des piles et énergie. C'est un cours commun pratiquement pour toutes les branches, que ce soit les SVT, PC et branches sciences maths. Alors je vais seulement me contenter d'évoquer l'essentiel à connaître pour bien sûr analyser et traiter des questions que vous aurez à traiter dans l'étude des piles. C'est un cours qui fait en général l'objet des examens de fin d'année. Dans cette capsule, nous allons étudier comme exemple la pile fer-cuivre. Tout d'abord, vous êtes censé connaître le schéma ou le dispositif expérimental d'une pile. C'est le schéma que vous avez. Alors, il faut vraiment savoir établir ce schéma parce qu'il est souvent demandé dans les examens de fin d'année. Bien évidemment, nous allons procéder par l'explication et la composition de la pile fer-cuivre et nous allons aborder par la suite son mode de fonctionnement, quelles sont les relations qu'il faut connaître impérativement. Pour cette raison, je vais essayer, comme je vous ai dit, de parler de l'essentiel, mais je vais essayer d'aborder ou de traiter l'ensemble des questions qui sont susceptibles d'être traitées dans ce chapitre. Alors pour cette raison, le cours des piles et énergie va être certainement réparti sur 2 ou 3 capsules. Tout d'abord, définition d'une pile. Qu'est-ce que c'est qu'une pile? Une pile est un dispositif électrochimique qui convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction. Comme vous pouvez certainement le remarquer de la définition, on a affaire encore une fois à traiter les réactions d'oxydoréduction. Maintenant, nous allons passer pour parler de la composition d'une pile. De quoi est constituée une pile? Alors, selon le schéma que j'ai mis à votre disposition, notre pile fer-cuivre est composée de 2 demi-piles que j'ai mentionnées par les numéros 1 et 2. Alors, la demi-pile numéro 1 correspond à quoi? À une lame de cuivre plongée dans une solution électrolytique de sulfate de cuivre. L'autre demi-pile numéro 2 correspond à une lame de fer plongée dans une solution électrolytique de sulfate de fer. Notez bien, les lames de cuivre et de fer sont appelées pour la pile des électrodes. Et comme vous pouvez le remarquer, ces électrodes ont une certaine polarité, une électrode qui correspond au pôle moins et l'autre au pôle plus que nous allons bien évidemment détailler par la suite. Alors, comme vous pouvez le remarquer dans le schéma de la pile, alors on réalise un circuit série comportant la pile. Alors, comme je vous ai dit, la pile est composée de 2 demi-piles 1 et 2 qui sont reliés par des fils conducteurs. Bien sûr, on introduit un conducteur ohmique et un ampèremètre
qui permet de mesurer l'intensité du courant. Donc, on réalise un circuit série comportant la pile, un conducteur ohmique et un ampèremètre. Quand la pile fonctionne, elle débite un courant d'intensité I. Bien évidemment, la question que nous allons poser, comment l'énergie chimique, puisque à l'intérieur de la pile, il y a des réactions d'oxydoréduction, comment l'énergie chimique est transformée en énergie électrique. Alors, donc, comme je vous ai dit, la pile débite un courant, donc il est fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur le schéma? D'après le schéma que j'ai mis à votre disposition, que le courant passe de l'électrode plus, qui est l'électrode de cuivre, vers l'électrode moins, qui est l'électrode de fer. On remarque que le courant, il est positif dans ce cas-là. Par contre, on remarque que les électrons passent de l'anode, ou plutôt du pôle négatif, vers le pôle positif. Alors cette orientation, c'est-à-dire l'orientation du passage du courant dans la pile et le passage des électrons, cette orientation détermine la polarité de la pile. Pour cette raison, l'électrode de cuivre qui est de charge positive est appelée la cathode. L'électrode de fer qui porte la charge négative appelée anode. Alors maintenant, comme nous l'avons déjà défini, que au niveau de la pile, elle est le siège de réaction d'oxydoréduction qui va transformer cette énergie chimique en énergie électrique. Alors nous allons bien évidemment établir les réactions qui vont s'effectuer au niveau de la cathode et au niveau de l'anode. Alors, comme on l'a montré que quand la pile débite un courant et il est le siège de réaction d'oxydoréduction, alors on remarque au niveau de l'anode qui est représentée par l'électrode de fer, on assiste à une réaction d'oxydation de la lame de fer. La demi-réaction électronique est la suivante. Donc, le fer qui donne des ions fer, Fe2+, plus 2 électrons. Donc, on assiste à une réaction d'oxydation. Au niveau de la cathode, Cu+, on assiste à une réaction de réduction. C'est-à-dire, Cu2+, Aq plus des électrons provenant de l'oxydation de la lame de fer vont former du cuivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut tout simplement déduire de ces deux demi-réactions électroniques? Alors, au niveau de la demi-pile 2, on remarque, comme vous pouvez le remarquer, une diminution de la masse de la lame de fer. Par contre, de l'autre côté, au niveau de la cathode, on remarque une augmentation de la masse de cuivre. Ça, c'est très important. Alors, pour cette raison, comme la pile fonctionne, bien sûr, avec l'association des deux demi-piles qui sont liées à un circuit extérieur, alors ce qui montre que au niveau de la demi-pile 2, on remarque il y a une augmentation de la concentration des ions ferreux, Fe2+,
parce que la réaction d'oxydation de la lame de fer libère des ions ferreux qui vont passer dans la solution de sulfate de fer, donc la concentration augmente. Par contre, la réaction de réduction fait que les électrons venant par le circuit pour arriver au niveau de la lame du cuivre vont réagir une fois arrivés avec les ions cuivriques Cu2+, pour former du cuivre solide, ce qui montre que l'augmentation de la masse de la lame de cuivre. Alors, on remarque au niveau de la solution sulfate de fer que la concentration des ions ferriques va diminuer. Alors bien évidemment, une fois ces deux demi-réactions sont effectuées au niveau de chaque électrode de la pile, on peut réaliser l'équation ou la réaction bilan en ajoutant les deux demi-équations électroniques, bien sûr terme à terme, en éliminant les électrons échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction pour obtenir la réaction bilan suivante. Alors voilà mes chers élèves, donc le mode de fonctionnement d'une pile dans sa globalité est le suivant, et vous êtes censé connaître comment schématiser une pile quand c'est demandé de le faire, et comment établir son mode de fonctionnement, et établir d'une part les réactions qui ont lieu au niveau de l'anode, au niveau de la cathode, déterminer la polarité, le sens du courant et le sens des électrons. Alors bien évidemment, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas parlé du dispositif numéro 3, qui est considéré comme un pont salin. C'est un pont salin. Alors, nous allons poser la question, quelle est son utilité dans le circuit? Parce que sans le pont salin, le circuit ne peut pas être fonctionnel, et nous allons bien évidemment savoir pourquoi. Alors, le rôle du pont salin. Alors, le rôle du pont salin, il est constitué, comme vous pouvez le voir sur le schéma, d'une solution de chlorure de potassium, K plus Cl-. Alors, le pont salin, il assure, bien évidemment, la fermeture du circuit, qui est formé par la pile et le circuit extérieur, et assure la neutralité électrochimique. C'est-à-dire, on remarque le sens des ions. Pour les ions ou les cations K+, vont s'orienter vers la cathode pour compenser les ions Cu2+, qui ont réagi avec les électrons libérés par l'anode pour former de la masse de cuivre. Par contre, les ions chlorure vont aller vers l'anode pour compenser les ions Fe2+, générés par l'oxydation de l'anode. Donc, le pont salin, comme je vous ai dit, il assure la neutralité et permet la fermeture du circuit pour qu'une telle pile débite un courant et fonctionne normalement. Alors voilà, ça sera tout pour cette première partie. Dans une prochaine capsule, nous allons étudier le sens d'évolution de la réaction bilan et nous allons aborder éventuellement quels sont les genres de questions que nous allons traiter dans ce chapitre. À bientôt.